Le défibrillateur, c'est accessible à n'importe qui et c'est quand quelqu'un fait un arrêt cardio-respiratoire et c'est ça qui vraiment augmente les chances de survie. Donc en gros, ce qu'on veut faire passer, c'est cette angoisse des gens de dire: «Bah, voilà, je ne connais pas cet appareil, je ne sais pas comment l'utiliser, donc j'ai peur de faire une bêtise». Surtout pas, en fait, on peut pas faire de bêtises. Quelqu'un qui s'effondre, on pose des palettes, c'est tout bête, il y a des dessins dessus, il y a même pas à lire, en fait, il suffit de regarder les dessins et de poser les palettes, là où il y a les dessins et après, bah, c'est la machine qui fait tout seul, qui vous parle et on peut pas, par exemple, envoyer une décharge alors qu'il y avait pas nécessité. C'est D'accord. l'appareil qui va prendre la décision. Oui, il y a besoin, non, il n'y a pas besoin. S'il y a besoin, elle le fera en fait. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur Meditalks le docteur François-Xavier Moronval, médecin urgentiste au centre hospitalier Émile Durkheim d'Épinal. Responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence des Vosges et référent des situations sanitaires exceptionnelles, il est également connu sous le pseudonyme de DocFX. Il a créé en 2022 une chaîne YouTube de vulgarisation médicale où il partage des vidéos pédagogiques sur les gestes qui sauvent et le fonctionnement des services d'urgence. Auteur du livre Profession urgentiste, une immersion captivante au cœur des urgences, publié en mai 2024, il s'engage activement à rendre l'information médicale accessible à tous. Je suis heureux qu'il ait accepté mon invitation pour échanger sur son parcours, son activité quotidienne d'urgentiste et la médecine d'urgence du futur. DocFX, bonjour. Eh ben, merci pour l'invitation. C'est Avec gentil. grand plaisir. Avec grand plaisir. Je voulais, si tu veux bien, commencer par d'où tu viens, ton enfance. C'est ce qu'on raconte un petit peu toujours sur Meditalks. Et j'ai noté quelque chose en préparant l'émission, c'est que tu avais été influencé par le dessin animé Il était une fois la vie. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que je connais pas mal de gens en fait qui sont devenus, qui ont fait des professions médicales, qui ont été influencés par ce dessin animé-là, dont ma femme. Est-ce que ça a vraiment joué du coup pour toi? Ah oui, oui, véridiquement. Ouais, ouais, c'est vraiment ce dessin animé-là, enfin de mes plus vieux souvenirs, en fait, c'est ce dessin animé-là qui m'a donné envie vraiment de comprendre un peu plus comment fonctionne le corps humain et c'est vrai que, bah, pour le coup, le dessin animé est vraiment très bien fait et bon, j'ai une petite particularité, c'est que j'étais phobique du sang et là, au final, c'était du sang en dessin animé, donc c'était un petit peu différent. Mais voilà, j'ai trouvé le concept vraiment très intéressant et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à apprendre sur le corps humain et puis, et voilà, c'est venu progressivement. D'accord, super. Et ça veut dire que rétrospectivement, avec tes connaissances maintenant de médecin, tu trouves toujours que c'est un dessin animé qui effectivement permet d'éveiller les enfants à des vraies problématiques du Ah corps humain, quoi. franchement. Ouais, franchement, même de souvenirs, même durant mes débuts d'année de médecine, en fait, je crois que je révisais certains cours avec ces dessins animés-là pour comprendre vraiment, l'organisation de l'ADN et cetera et À ce c'était point-là? ouais, pédagogiquement, il est vraiment très, très bien fait. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il y avait des Difficile de gens faire mieux. derrière scientifiquement qui doivent tenir la Ouais, route et qui ont dû conseiller ouais, correctement, quoi. c'est ça. Ok, écoute, très bien. Juste, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, dans quel environnement, d'une Du façon générale? coup moi, je viens de Nancy. En fait, D'accord. j'ai une sœur un peu plus jeune et j'ai vécu, bah, chez mes parents pendant de nombreuses années et la vocation de médecine, en fait, c'est venue assez jeune, vers l'âge de 7-8 ans de ce que j'ai comme Ah oui, souvenir. très jeune. Ouais et mes parents ont essayé un petit peu de me dissuader d'aller vers cette voie-là, bah, du fait de cette phobie du sang, ils étaient un petit peu, inquiets, on va dire, pour mon avenir. Donc mes parents sont pas du tout dans la médecine, enfin, ils sont dans le paramédical, on va dire, parce que ma mère D'accord, est retraitée maintenant, mais elle était kiné et mon père, orthopédiste, enfin, c'est-à-dire qu'il vendait des fauteuils roulants, et d'accord. des appareils, des orthèses, en fait. Donc ils sont plus dans le paramédical. Donc, c'était quelque chose d'un petit peu nouveau pour moi et en fait, j'étais un petit peu, têtu là-dessus et je voulais absolument, voilà, c'était, un objectif et même une passion en fait, c'est assez vite, c'est devenu une passion et voilà, en fait, les années se sont D'accord. enchaînées au fur et à mesure, un pas après l'autre, voilà. D'accord, donc c'est vrai que c'est peut-être un problème quand tu es phobique du sang de faire des études comme ça. En plus, tu as Ouais, choisi, j'imagine, par la suite urgence, qui est quand même une spécialité où on est confronté, je suppose, à du sang de temps en temps quand même, ouais. même si c'est pas forcément tous les jours. Et donc, bah, tu as réussi à t'habituer, tu as réussi à te devenir moins phobique, comme on fait avec les araignées. J'ai vu avec des patients, on leur montre progressivement des araignées de plus en plus effrayantes et ils finissent par diminuer leur niveau de stress face à chaque C'est araignée. C'est la ça. même chose pour toi? C'est ça, c'était une vraie phobie en fait, qui est passée progressivement. Moi j'avais c'était complexe aussi parce qu'en fait j'avais aussi une honte, parce que, bah, être médecin et avoir peur du sang, bah, ça fait rire. Ouais, je Donc, comprends. même encore aujourd'hui, hein, donc, c'était très honteux pour moi et même à mes collègues, étudiants en fait,
mes confrères étudiants, je le cachais à tout le monde. En fait, il y avait personne qui était au courant à part ma famille, hein, même mes meilleurs amis n'étaient pas au courant. Et donc je devais dissimuler, je devais me cacher, je devais sortir de l'amphithéâtre, trouver des excuses pour aller aux toilettes, pour faire un malaise en sortant. Et puis après, oui, c'est au fur et à mesure durant les stages, notamment les stages au bloc opératoire, où j'ai au fur et à mesure pris connaissance. Enfin, je me suis habitué au fur et à mesure de cette vision du sang, en fait. Et D'accord. c'est venu progressivement. Et c'est vrai que j'étais pas destiné pour aller vers les urgences, mais je suis passé un peu par hasard aussi en stage avec beaucoup d'appréhension. Et au final, ça s'est c'est très bien passé parce que j'ai vraiment apprécié l'esprit d'équipe, le fait qu'il y a toujours de l'action, il y a plein de choses à faire. On est en contact en permanence avec les patients, tout peut se passer. On passe d'un drame à quelque chose de beaucoup plus léger. Puis le sentiment d'être utile immédiatement, en fait. Voilà. D'accord. Oui, ça m'a fait penser à ça quand j'ai préparé aussi l'émission. C'est que j'imagine que c'est quand même un métier qui est très dynamique, varié. Tu expliques ça dans d'autres vidéos où Oui, t'es confronté à des situations assez différentes tous les jours, oui. même s'il y a un fil conducteur. Et donc, ça veut dire que tu étais aussi un enfant dynamique voilà, qui avait besoin d'action. Ouais, c'est vrai que je suis assez hyperactif. Bon, après, c'est difficile de mettre des mots dessus, mais enfin, on va dire que j'aime bien monter des projets et que je m'ennuie assez rapidement et j'aime bien mettre en place des choses, en fait. Voilà. Et puis au final, c'est vrai que c'est un métier qui est très, très varié, qui a plein de facettes et qui permet, pour moi, c'est vraiment la durée de vie d'un urgentiste. Si je pouvais conseiller à des jeunes, c'est de faire le plus de choses possible, d'être diversifié, que ce soit le 15 au SAMU, ou aux urgences, ou au SMUR en préhospitalier, ou dans de l'éducation, ou dans de la médecine de catastrophe. Il y a plein, plein de choses. Et puis, on trouve toujours son bonheur, en fait, et on a toujours à se renouveler, en fait. D'accord. Voilà. Et juste pour bien comprendre, dans le parcours des études de médecine, du coup, c'est une des spécialités tout simplement de la médecine ou est-ce que c'est autre chose? Alors, c'est devenu une spécialité seulement depuis 2015. Et de mémoire, le décret est sorti le jour des attentats de Paris, ce qui est un D'accord. drôle de hasard, mais c'est le 13 novembre 2015. D'accord. Donc, c'est devenu officiellement une spécialité depuis ce jour-là. Et ce qui D'accord. Ça fait veut dire que d'ailleurs. tu dois faire des années de plus, du coup, après Non, le tronçon général ou non, comment ça se c'est passe? pas des années de plus, c'est exactement le même nombre d'années. C'est juste que l'internat est plus spécifique, c'est-à-dire qu'on a plus de stages aux urgences, donc en fait, on est mieux D'accord. préparé pour devenir urgentiste. Et la petite spécificité aussi, c'est-à-dire que moi, à la base, j'ai fait l'internat avant de médecine générale. C'est-à-dire que je suis médecin généraliste avec une sous-spécialité d'urgentiste. Et ça veut D'accord. dire que si j'en avais envie, demain, je pourrais quitter les urgences et ouvrir mon cabinet en tant que médecin généraliste. D'accord. Mais après 15 ans d'urgence, on réfléchit pas pareil, c'est pas du tout la même pédagogie et je me vois pas du tout ouvrir un cabinet de médecine générale demain. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut faire peur des D'accord. fois aux jeunes, c'est de s'engager dans une voie des urgences et de dire: «Ah mais je vais faire ça toute ma vie». Mais c'est un métier qui est, comme j'ai dit, très varié et il y a, plein de possibilités en fait de s'adapter, plus on vieillit, peut-être de faire moins de nuits, moins de gardes ou, après, enchaîner les nuits, ça peut être un peu plus difficile lorsqu'on est un peu plus âgé. Il y a Mmh. toujours des possibilités de s'adapter en fait. D'accord. Et pour bien comprendre ce que c'est du coup ton métier d'urgentiste, enfin quand tu fais en tout cas déjà ta spécialité pendant tes études de médecine, c'est-à-dire que tu apprends des pathologies particulières qu'on va retrouver dans les situations d'urgence, je suppose, et tu apprends aussi des techniques ou des méthodes pour prendre en charge, je suppose aussi rapidement un patient, c'est ça ou ça correspond C'est à d'autres ça. choses aussi? En fait, le souci, c'est qu'aux urgences, on doit un peu tout savoir faire parce que les gens viennent pour tout. Donc, en fait, Et n'importe quoi. on balaye, ouais, c'est ça aussi. On balaye toutes les spécialités. Et en fait, on va dire que D'accord. dans les urgences, il faut surtout pas passer à côté des urgences vitales ou des choses les plus graves. Alors on va y revenir. J'aimerais bien effectivement que tu listes après ces choses-là éventuellement. Est-ce que je suis désolé de t'interrompre, mais est-ce que tu peux me dire pour commencer combien de médecins urgentistes déjà en France pour avoir une idée? Ouais, T'as une je idée pourrais, même à la louche? non, non, je pourrais pas Non? dire à la louche. J'ai pas C'est une grosse de, spécialité, c'est une petite spécialité, il y en a c'est beaucoup qui font difficile. ça? C'est difficile parce que dans les urgences, il y a des vrais urgentistes, il y a des médecins généralistes qui ont une sous-spécialité d'urgentiste, Ah il y en a d'accord. qui sont chirurgiens et qui ont une spécialité aussi. Donc en fait, c'est assez complexe, mais j'ai pas les chiffres en tête, Ok, malheureusement. c'est pas grave, tant pis. Et je voulais savoir effectivement, parce que tu commençais à évoquer ça, est-ce que c'est vrai, parce qu'on voit ça assez souvent partout et on en parle entre amis, qu'il y a un accès aux urgences qui est difficile et qu'il y a une partie des gens qui sont là et qui devraient pas y être parce que c'est pas des urgences vraies, tu es en train d'expliquer ça, et tu vas nous expliquer à quoi ça correspond du coup une urgence vraie, s'il te plaît. Et est-ce que, voilà, ma question c'est est-ce qu'il y a vraiment une partie des gens qui ont rien à y faire et qu'il faudrait modifier l'organisation ou la prévention auprès de ces gens-là? Alors là, on pourrait en parler pendant 3 heures. Bah mince, on a qu'une Mais demi-heure, mais c'est mais pas grave, ça mais en m'intéresse. mais en gros, oui, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de soucis, en fait, sur les urgences, c'est notamment des problèmes politiques, il y a des problèmes d'effectifs, on manque de médecins.
on ferme des lits. Il y a moins d'accès aussi à la population à la médecine générale, parce que moi, au SAMU, j'ai plein de gens qui appellent au SAMU qui disent, bah, je sais que je devrais pas appeler, mais ça fait des jours que je trouve pas de médecin. Et des choses qui, au début, sont banales, bah, si elles sont pas traitées non plus avec le temps, bah, ça peut devenir des pathologies plus embêtantes, hein. Typiquement, une infection, une angine, par exemple, une angine bactérienne qu'on laisse traîner, bah, ça peut se compliquer dans un deuxième temps. Donc, voilà, c'est un peu ça qui est complexe. Et le problème qu'on a aux urgences, c'est que, bah, il y a des gens qui viennent aussi, en effet, un peu pour tout, n'importe quoi. Le problème, c'est que, par exemple, il y a 10 personnes qui vont venir pour une douleur thoracique. Et sur ces 10 douleurs thoraciques, il va y avoir une dissection d'une aorte, par exemple, ou un infarctus. Et le problème, c'est que ceux-là, il ne faut pas les rater. Donc, en fait, on est obligé un peu, des fois, d'être systématique sur certains examens, et D'accord. notamment pour éliminer des urgences graves. Et c'est vrai qu'on a des fois, nous, des gens qui ressortent des urgences où, au final, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. La personne, elle se sent mieux, tant mieux. Et nous, on a entre-temps éliminé tout ce qui était potentiellement grave. Mais pour avoir après une prise en charge et en soins adaptés, les urgences, c'est pas du tout adapté, parce qu'on est vraiment sur un peu du one shot. Et nous, on élimine tout ce qui est grave sur le moment, mais on n'est pas du tout adapté pour faire de la réévaluation semaine après semaine et Je creuser sur des comprends. diagnostics. C'est pas possible. On peut pas. Il y Ouais, a je comprends, plein c'est pas des. votre job en fait. C'est pas votre job, c'est de détecter l'urgence vraie et de la prendre en charge. C'est ça. Normalement, à la base, c'est que les urgences vitales. Et il faut savoir que les urgences vitales, dans les urgences, le pourcentage est très faible. Alors qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse que tu développes un tout petit peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est une urgence vitale? Et effectivement, quel pourcentage des gens qui viennent aux urgences correspond à ça? Est-ce que tu as une idée? Une urgence vitale, c'est une urgence, en gros, s'il n'y a pas des soins qui sont faits dans les heures qui viennent, il y aura un Mhm. décès. Il y aura un décès, en fait. Donc, ça peut être Ok, soit un traitement chirurgical, soit médicamenteux, soit une supplémentation avec des médicaments. Donc c'est assez varié. Il y a chaque spécialité a un peu son urgence vitale, que ça soit la neurologie avec par exemple les AVC hémorragiques, ou l'hémorragie cérébrale, la cardio avec l'infarctus, la pneumologie avec les détresses respiratoires, par exemple, sur des grippes. Donc on retrouve des urgences vitales un peu partout. Et il faut réussir à les éliminer au fur et à mesure. Et le taux est à peu près de. Alors, j'ai pas encore une fois les chiffres non, non, mais exacts, à la louche. mais à la louche, on est sur à peu près du 10-15% d'urgence vitale. D'accord. Et encore, hein, parce que c'est brassé dans. Et le problème, c'est que ceux-là, bah, faut pas les rater, quoi. Faut pas les Bah oui, ça rater c'est parce que. sûr. C'est votre responsabilité pour le coup. Et le souci, c'est que le gros souci, nous, qu'on a en ce moment, c'est qu'on a par manque d'effectifs, on a certains hôpitaux qui ferment, ou des urgences qui ferment, ou des lignes qui ferment. Mhm. Et bah, les gens, bah, il faut bien qu'ils aillent dans d'autres services d'urgence. Donc, ça se rabat sur d'autres services d'urgence. Et au lieu d'avoir, par exemple, 30 ou 40 patients qui vont passer la nuit, et ben, on va des fois en avoir le double. D'accord. Donc, si on a 2 fois plus de patients, et ben, on a 2 fois plus de monde à voir, et on rallonge les temps d'attente et potentiellement le risque d'avoir des choses graves, en fait. Oui, Donc, je ça devient un comprends. peu complexe. Oui, tu baisses le niveau de qualité pour chacun finalement quand tu augmentes le nombre de tous les patients qui arrivent, puisque tu es de Parce faire des que examens nous, on systématiques sur chacun, quoi. est un médecin avec 2 bras, on a C'est qu'un ça. cerveau et 2 bras, on peut pas se dupliquer. Et puis, on voilà, il y a des choses qu'on peut pas faire en plus, quoi. Et comment vous mettez en place, du coup, j'imagine que vous avez réfléchi à mettre en place des mécanismes pour que les gens qui n'ont rien à faire là soient réorientés vers de la médecine de ville ou ailleurs. Et comment vous gérez ça? Est-ce que tu as des mécanismes, des logiciels ou des procédures Alors, particulières? il y a certains services d'urgence qui ont des logiciels, en effet, que nous, on n'a pas, mais il y a certains services d'urgence avec des bornes, en fait, où les gens répondent à des questions, D'accord. sincèrement, normalement, et en fonction des questions, ils peuvent être réorientés. Et aussi, c'est pour les gens, en leur disant, bah voilà, si vous êtes réorienté vers une autre structure, vous serez pris en charge plus rapidement, alors qu'aux urgences, vous allez attendre 15 heures. Donc, c'est ça aussi. Et on a notamment lorsqu'on arrive aux urgences, normalement, c'est à peu près partout maintenant, je pense, en France, c'est qu'on a une infirmière qui nous accueille et qui va, en fait, évaluer la gravité grâce à une grille avec des critères. Et D'accord. notamment, c'est des critères avec des paramètres comme la fréquence cardiaque, la tension. Et lorsqu'on a des alertes sur certains critères, il peut y avoir une évaluation médicale. Et nous, en fait, en fonction de la gravité, on priorise les gens avec des grades de couleur. En gros, D'accord. niveau 1, il faut être installé tout de suite, c'est le déchocage, c'est l'urgence vitale. Niveau 2, ça peut attendre 20 minutes. Niveau 3, ça peut attendre 60 minutes, et cetera. Et D'accord. on priorise un peu les gens comme ça en fonction. Quelqu'un qui vient pour une entorse, bah, c'est attente illimitée, c'est-à-dire Bien sûr. son entorse, il peut attendre 20 heures, malheureusement, quoi. Ouais, mais c'est pas une urgence. C'est pas comme à la boulangerie, premier arrivé, premier servi. Et Non, bien ça, c'est sûr. ce que pensent encore beaucoup de personnes.
notamment, une légende urbaine qui est dans la tête de beaucoup de personnes, c'est le fait d'arriver avec les pompiers. On a l'impression qu'on passe plus vite lorsqu'on est pris en charge par les pompiers. Non, c'est pas ça. C'est que souvent les pompiers arrivent avec des gens qui sont vraiment pas bien, et vu qu'ils sont pas bien, ils sont priorisés, mais pas parce qu'ils sont avec les pompiers. Je comprends. Très bien, eh ben, c'est très clair. Du coup, je voulais savoir, c'est pareil, tu as une idée de combien de personnes qui arrivent aux urgences devraient être dirigées vers de la médecine de ville, à la louche? Euh, Ça, pareil, C'est difficile à j'ai pas dire. les chiffres, je pourrais pas te dire. C'est difficile. Ouais. D'accord. Autre chose qui m'intéressait en préparant l'émission, je me suis demandé, est-ce que, peut-être tu vas me répondre non, est-ce qu'on retrouve une typologie en fait de pathologie ou de prise en charge, c'est-à-dire, je caricature, tu as toujours les 10 mêmes pathologies que tu reçois aux urgences, ou est-ce que non, c'est très varié et c'est vraiment un spectre très étalé de pathologies et de prise en charge? Bah, ça dépend de la saison. Là, en ce moment, c'est grippe à D'accord, gogo. ok, C'est beaucoup de grippe A, beaucoup de VRS en ce moment. Donc, lorsqu'on est en période d'épidémie, bien sûr, on a un peu toujours les mêmes pathologies. Après, c'est vrai qu'il y a des maladies qui sont un peu plus courantes que d'autres. Par exemple, des AVC, on en voit presque tous les jours. Des d'accord. fractures également. Des douleurs pariétales, on en voit énormément. Voilà, C'est quoi des douleurs pariétales? des douleurs au niveau de la cage thoracique, en fait. C'est des douleurs D'accord, plutôt intercostales, en fait. Ça, c'est des douleurs assez fréquentes. Malaise vagal aussi, on en voit énormément. d'accord. Et le problème, c'est que par exemple, malaise vagal, on en voit beaucoup. Mais malaise vagal, bah, faut pas passer à côté de la personne qui va faire une bradycardie, enfin, c'est-à-dire le cœur qui va se ralentir et qui aura besoin d'un pacemaker. Faut pas passer à côté. Donc, Ah, le malaise vagal peut être un symptôme d'un truc plus grave dessous, parce que le malaise vagal n'est pas une urgence en tant que telle, si? non, le malaise vagal n'est pas une urgence, mais après, il faut confirmer le diagnostic. En fait, faut être sûr de pas, enfin, faut pas passer à côté justement d'un problème cardiaque qui peut être embêtant. D'accord. Et juste concernant le workflow pour le patient, son parcours au patient, donc il arrive aux urgences, quelle que soit la raison, avec les pompiers ou sans les pompiers. Il est donc, si je comprends bien, préévalué qualifié par du personnel médical, pas forcément des médecins, mais qui vont préqualifier le degré d'urgence en gros. C'est des Euh, infirmières. Des infirmières, d'accord. Ouais. Il est ensuite pris en charge au bout d'un certain temps en fonction du degré d'urgence associé, je suppose. Et ensuite, il y a un diagnostic qui essaie d'être posé, j'imagine, par le médecin. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous, tu es en train de m'expliquer, en gros, votre but, c'est de détecter l'urgence vitale, enfin, les plus grandes et les prendre en charge. Est-ce que s'il y a besoin d'examens complémentaires, comme de l'imagerie, autre chose, vous envoyez après vers notre service et il sort du service d'urgence? Ou est-ce que c'est des choses qui se font en parallèle? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche un peu après? Alors pour filer, enfin nous aussi aux urgences, l'objectif assez rapidement, ça va être de voir si le patient en fait peut rentrer à la maison ou D'accord. s'il y aura besoin d'une hospitalisation parce que soit parce que le patient est trop fragile, soit parce que la maladie est assez grave, soit parce qu'il y a des risques de complications. Donc nous, on doit évaluer tout ça. Et si après besoin d'hospitalisation il y a, eh ben, il faut trouver une place. Et ça, c'est la grosse difficulté des urgentistes, c'est qu'on a des fois beaucoup de difficultés à trouver des lits d'hospitalisation. C'est pour ça que les gens embolisent un peu. Les urgences, on a un peu un service tampon, c'est-à-dire qu'on reçoit tout le monde. Et à l'hôpital, bah, le service de neurologie a 20 places, il y a 30 places en cardio. Et quand tous les gens sont dans les lits, bah, nous, on peut pas faire des lits en plus à étage, par exemple. Donc, les gens stagnent aux urgences en attendant de trouver des solutions. Et l'objectif aussi, c'est que, par exemple, quelqu'un qui vient pour un problème d'épilepsie, bah, si on peut l'orienter vers la neurologie, c'est mieux, parce qu'il n'a rien à faire en cardiologie. Donc, après, il faut essayer de respecter à peu près les bonnes filières aussi pour adapter la prise en charge aussi du patient. Des fois, il y a certains hôpitaux qui peuvent faire des hébergements. Donc là, c'est encore plus compliqué. On gère en fait des patients qu'on change dans des lits, etc., dans des services. Ça, c'est encore plus compliqué. Certains hôpitaux font ça. Et après, alors, on fait pas. Des fois, on n'a pas un diagnostic définitif, mais des fois, on a déjà une orientation diagnostique et on peut aller, par exemple, à quelqu'un de 90 ans qui fait des chutes régulièrement. Bah, on sait qu'on peut pas le laisser rentrer à la maison parce que sinon il risque de retomber à nouveau. Il y a tout un bilan de chute à faire. Donc nous, on va éliminer les choses graves aux urgences. Et dès qu'on a éliminé les choses graves, comme par exemple une hémorragie cérébrale ou une grosse fracture, après, c'est durant l'hospitalisation où ils vont aller rechercher est-ce que c'est parce que la personne elle a des troubles de l'équilibre, est-ce que parce qu'elle fait des problèmes de tension, est-ce que parce qu'elle a des problèmes de vue. Et ça, on peut pas faire tout ça aux urgences en fait. Ok, je comprends. Donc après, c'est effectivement en collaboration avec d'autres services que le Donc patient va être orienté. on essaye, en fait, on essaye que les gens stagnent le moins longtemps aux urgences, Mm. mais quoi qu'il arrive, il y a toujours un temps quand même où les gens doivent rester aux urgences parce que une prise de sang, c'est 1 heure et demie, un scanner, ça prend du temps aussi. Et puis, Mm. bah, des fois, malheureusement, il n'y a pas de place aussi. Et voilà. Et on essaye aussi des fois d'organiser en filière, c'est-à-dire que lorsque les gens viennent, par exemple, typiquement pour un AVC, on sait que les AVC, bah, il faut les prendre en charge rapidement.
et on peut déboucher par exemple le caillot assez rapidement pour un AVC lorsque c'est ischémique. Et pour ça, par exemple, on fait appel au neurologue et c'est le neurologue qui va prendre en charge le patient, l'amener tout de suite à l'IRM pour perdre le moins de temps possible et débuter le traitement le plus vite possible. Parce que l'objectif, c'est pas de se dépêcher, que la personne arrive aux urgences et qu'après elle attende 8 heures et puis on dit bah non, c'est trop tard parce qu'on vous avez perdu des chances en fait parce qu'il y avait d'autres gens devant vous. Donc on a des espèces de filières comme ça, notamment par exemple pour l'AVC, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des conséquences. Pour les douleurs thoraciques aussi, où on va faire des enregistrements cardiaques pour pas passer à côté de l'infarctus massif, par exemple. Donc voilà, ça, c'est des filières qui n'existaient pas encore il y a quelques années, qui au fil du temps s'améliorent, parce qu'on a plus de passages et de ne pas passer à côté de ces grosses urgences, quoi. Voilà. D'accord, donc c'est une amélioration d'organisation, ça, pour le coup, où vous pouvez C'est orienter plus rapidement le patient c'est au bon l'optimisation point? un peu des filières, ouais. C'est D'accord. l'optimisation des filières, mais ces filières, elles ont quand même leurs limites parce que lorsqu'il y a trop de patients, bah, on peut faire toutes les filières qu'on veut. Quand il y a plus de place, il y a plus de Ah, place, quoi. c'est ce que j'allais te demander. En fait, du coup, quel est le plus gros problème aux urgences? C'est une question effectivement de ressources, en termes de temps et de disponibilité de ressources de praticiens ou d'infirmières. C'est ça le plus Il y gros a problème aux urgences? il y a bah, il y a ça fait partie du problème, des fois des manques de médecins, des fois, voilà, on est 3 médecins et on aimerait bien avoir 2 médecins en plus pour que ça aille plus vite, c'est sûr. Et D'accord. puis, bah, aussi le gros problème, c'est que c'est des patients aussi qui stagnent aux urgences et puis qui au final, on a fini leur prise en charge, on a le diagnostic, on a le traitement. Par exemple, quelqu'un qui a Et il 80 ans, reste? ouais, bah, quelqu'un qui a 80 ans, qui a une grippe, par exemple, qui a besoin d'oxygène, il faut l'hospitaliser. Et bah, s'il y a pas de place, il y a pas de place. On attend aux urgences qu'une place se libère. Ah oui, d'accord. Et Donc les des patients fois, sont en attente, quoi. et souvent les gens sont en attente. Et ça arrive tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, dans quasiment tous les services d'urgence de France, les gens sont en attente d'avancer dans leur service d'hospitalisation. Et le D'accord. problème, c'est que le fait de rester aux urgences, eh ben, il y a des risques de gravatisation, entre guillemets, parce qu'il y a Mmh. plus de risques de faire des escarres, de faire des phlébites parce qu'on est sur un brancard, on bouge pas, Mmh. parce qu'il y a beaucoup de patients, donc on est potentiellement peut-être moins bien pris en charge parce que il y a un soignant pour je sais pas combien de patients. Donc voilà, on augmente la mortalité. Alors, OK. plus longtemps on reste aux urgences. Et nous, bah, lorsqu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de lit. Alors des fois, on, on transfère les patients vers d'autres hôpitaux. Donc des fois, ça peut être à 30 km, 40 km, si les gens acceptent, parce que des fois, les gens refusent aussi. Ah Et oui. puis, nous, à l'hôpital, on a depuis quelques temps, là maintenant, on a ce qu'on appelle un bed manager. C'est quelque chose qui est en train de se développer dans beaucoup de services d'urgence. C'est soit des cadres ou des infirmières qui ont des fonctions en fait qui vont s'occuper d'essayer d'améliorer les parcours des patients en D'accord. optimisant un petit peu les lits. Oui. Mais ils ont leurs limites également parce que, bah, pareil, quand il y a plus de lit, il y a plus de lit, quoi. Mais Oui, il y a une limitation de ressources. ils vont aller rechercher les petits lits à droite à gauche que nous, on n'a peut-être pas de temps d'appeler ou, voilà. D'accord, je comprends. Donc c'est un problème de gestion d'allocation des ressources, en fait, des lits aux différentes personnes. Et Entre donc ça, autres. c'est un problème à la fois de ressources peut-être manquantes dans certains cas, comme tu dis, puis d'organisation après, parce qu'il faut quand même l'organiser, ce truc-là. Il faut emmener la Ouais. personne, comme tu dis, à Mmh. distance. Après, je comprends pas si une personne est dans une urgence vraie et que l'hôpital est à 30 km, bah, il y va, quoi. Moi, je suis dans une situation de vraie urgence. Je m'en fous. Et l'hôpital, je veux qu'on me soigne, je veux qu'on me prenne en charge. Comment les gens refusent? Je comprends pas. C'est que c'est pas une vraie urgence. Tu rentres chez toi à ce moment-là, non? Non, parce qu'après, des fois, il y a des gens qui ont déjà été dans tel hôpital. Alors, des fois, ils ont un peu des a priori sur non, je veux pas être dans tel hôpital parce que j'ai l'impression que je serai pas très bien soigné. Ok. Ouais, Voilà. Ou parce que je suis éloigné de ma famille. Et il y mais a c'est pas toujours une vraie urgence, ça, si. il y a Ça des me semble fois, étonnant. non, 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 mais après, Bah, une vraie voilà, bon, urgence, tu vas où n'importe où, quoi. Tu vas où on te soigne, non? Moi, je le vois comme ça c'est et oui, oui, j'exagère peut-être un peu. oui, oui, je suis d'accord. Mais bon, des fois, voilà, c'est un peu complexe, des fois. D'accord. Et alors justement, On qu'est-ce que parce que merci, tu nous as raconté bien les limitations en fait de ton métier aussi. Et est-ce que tu vois des outils ou des organisations nouvelles qui émergent? Je pense à l'infirmière de pratique avancée, mais je ne sais pas si ça impacte directement ouais, ton métier, ou ouais, des ou de nouveaux outils qui permettent d'espérer un avenir plus facile, et mieux organisé. Et il y a des choses comme ça, des innovations. oui, alors, bah, oui, oui, bien sûr, les IPA, nous, ça nous aide énormément, hein, ça Alors tu enfin, peux rappeler ce que c'est et pourquoi on en ça a pas aide? encore dans notre service, mais il y en a qui sont en formation, on en aura prochainement. C'est des D'accord. infirmières qui ont développé un peu plus de compétences et qui sont un peu plus autonomes, sur certains gestes, où au final, les infirmières qui sont aux urgences depuis 10 ans et qui sont là, qui étaient déjà là avant moi et qui Hmm. ont probablement plus d'expérience que moi, bah, ils sont tout aussi compétentes sur certaines, Certains suivis ou gestes. Ouais. certains gestes éventuellement. Donc il y a des petites, compétences à acquérir en plus, mais ça permet de gagner un petit peu du temps aussi au niveau des urgences, donc ça, c'est une très bonne chose. Ok. Hem
Et puis voilà, et puis le souci aussi des limites du système, c'est que bah, après nous, les services d'hospitalisation, ils sont aussi souvent embolisés parce que bah, bien sûr, les confrères, ils font ce qu'ils peuvent aussi, mais que il y a des fois, il y a des gens, quelqu'un qui de 80 ans, comme je disais tout à l'heure, qui a une grippe, Mmh. bah, sa grippe en 4-5 jours, elle va être guérie de sa grippe. Le Mmh. souci, c'est que bah, elle aura été affaiblie par sa grippe et que du coup, elle ne pourra pas rentrer à la maison immédiatement. Parce qu'on sait très D'accord. bien que si elle rentre à la maison, elle revient aux urgences 2 jours après. Et en fait, c'est le cercle vicieux. Et il faut leur trouver une structure, donc souvent type SSR ou une convalescence, le temps justement de retrouver un petit peu des forces et de sortir de cet épisode infectieux. Et ce qui fait que bah, du coup, les places sont chères là aussi, et puis que eux, de la même façon, ont des gens qui sont des fois, à peine les gens arrivent dans les services, souvent qui font assez vite des demandes de convalescence parce qu'ils savent très bien qu'il y a des listes d'attente et que c'est assez long. D'accord. Et peut-être que d'avoir plus de lits aussi en convalescence, bah, permettrait peut-être d'augmenter un peu le turnover dans les services et du coup, nous, qu'on ait un peu plus de lits aussi. C'est une chaîne, en fait, hein. Nous, on est au début de la chaîne et puis, ça il y a des embouteillages de partout, en fait. Ouais, je comprends. Et est-ce qu'il y a une autre solution, ce serait pas de faire de la prévention, de la sensibilisation auprès des patients pour que bah, déjà il y ait une partie qui reste chez eux si c'est pas très urgent, ou alors d'éviter des choses. C'est pour ça que je demandais la question tout à l'heure sur la typologie des problèmes que tu traites, parce que peut-être que en faisant de la prévention auprès des patients, on peut éviter certaines des urgences que tu vas recevoir après dans ton service. Est-ce que c'est vrai ce que je dis, ou est-ce que c'est difficile à prévoir et anticiper? Bah oui, bah, d'ailleurs, c'est un peu l'objectif de ma chaîne YouTube, en fait. C'est justement d'éduquer et d'informer un petit peu sur ces choses-là, justement. Parce qu'en effet, bah, moi, je m'en suis rendu compte surtout pendant le Covid, parce que j'étais assez actif sur Twitter et je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui sont complètement larguées, malheureusement, sur leur santé et sur leur parcours de soins et qui sont pas du tout autonomes et qui sont en panique sur la moindre chose. Hmm. Rien que, par exemple, la fièvre chez l'enfant, c'est quelque chose qui est assez simple et que tout le monde a déjà connu dans sa vie. Et tous les soirs, on a des parents qui nous appellent, vers minuit parce qu'ils savent pas quoi faire. Ils sont inquiets parce que l'enfant a 39, mais qu'il y a aucun critère de gravité. Et c'est pour ça d'ailleurs, bah, j'ai fait une vidéo là-dessus, que faire en cas de fièvre chez l'enfant? Et je Hmm. me dis que peut-être lorsque les gens vont rechercher de l'information, ce que font beaucoup de personnes maintenant sur Google, ils se Hmm. retrouvent assez vite sur une vidéo YouTube où ils vont obtenir une réponse. Donc, oui, il y a beaucoup d'éducation thérapeutique à faire. D'accord. Mais le risque aussi là-dedans, c'est de pas avoir enfin, selon moi, c'est de pas non plus avoir un discours un peu paternaliste ou, en gros, ne venez pas aux urgences. Parce que le risque Hmm. aussi, c'est que, bah, il y ait l'effet inverse. Ce qu'on avait connu un peu pendant le Covid, à un moment où on disait les gens, bah, restez chez vous, restez chez vous. Et Hmm. on a vu dans un deuxième temps, bah, qu'il y a plein de personnes qui ont eu des retards de prise en charge catastrophiques, sur des cancers qui malheureusement avaient déjà évolué, ou sur des AVC. Les gens faisaient des AVC à la maison, ils n'osaient pas venir. Donc, voilà, il faut trouver en fait la juste, L'équilibre est difficile, ouais, je comprends, d'accord. équilibre. Mais en effet, je pense qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manque, d'éducation, sur la santé, que les gens, doivent se prendre un peu plus, enfin s'éduquer un peu plus là-dessus. Hmm. Parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école ou très peu et qu'au final, les seuls endroits où on apprend un peu la médecine, c'est avec le médecin traitant et c'est avec le cercle familial, un petit peu avec les parents. Donc voilà, il manque peut-être un petit peu d'infos là-dessus, mais c'est un peu un des objectifs aussi de YouTube, c'est justement de pousser un peu des médecins, des infirmiers à faire un peu de l'éducation, sur YouTube, voilà. Bah écoute, merci en tout cas pour ta chaîne, effectivement, parce que c'est vrai que c'est ce que tu promeus. Pour dire à nos auditeurs, c'est des contenus qui font moins de 10 minutes en général, 6-7 minutes, quelque chose comme ça? Des fois un peu plus. Ouais, souvent Des fois un c'est peu plus? entre 10 et 15 minutes, on va dire. D'accord, ok. Et qui fait effectivement qu'ils prennent un sujet, en gros, qui essaie de l'expliquer Ouais, au grand public. Ton objectif, c'est de parler au grand public, si je comprends bien. c'est ça. Et C'est des c'est très messages clair, c'est simples. très dynamique. Donc merci, c'est déjà une façon effectivement de faire et d'éduquer entre guillemets la population générale. Je me demandais, est-ce que tu aurais peut-être deux, trois exemples comme ça de choses où entre guillemets l'éducation serait assez efficace. Si les patients apprenaient tel truc, bah on aurait moins de gens aux urgences. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as deux, trois exemples que tu peux nous citer? Alors Comme sur si la quand fièvre on de l'enfant, par exemple. bah, oui, bah, pardon, typiquement la fièvre ou le traumatisme crânien, j'avais fait 2 vidéos là-dessus ou, D'accord. typiquement sur l'AVC aussi. Parce que, ça c'est il y a eu beaucoup, beaucoup de retard, en tout cas de prise en charge sur des AVC. Parce que dans la tête des gens, les AVC, ça fait mal, et c'est associé à des maux de tête. Alors que la plupart des AVC, il y a pas de maux de tête. Ok. Voilà, et régulièrement, on a des gens qui viennent des fois aux urgences et qui disent: «Bah, voilà, j'arrive plus à bouger le bras, ça fait 3 jours que je bouge plus le bras, mais je comprends pas ce qui se passe». Et là, on dit: «Bah, vous avez fait un AVC», et puis ils comprennent pas, ils disent: «Oui, mais j'ai pas eu mal à la tête», alors que la plupart du temps, il y a pas de douleur, en fait. Donc c'est D'accord. plus des messages aussi comme ça qui permettent, aussi de mieux savoir quand est-ce qu'il faut appeler, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, quand est-ce qu'il faut alerter. D'accord. Voilà.
Ok, Mais merci, très bien. il y a beaucoup Vas-y, de, si t'as une autre idée. il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de croyances. Rien que, bon, je vais pas revenir sur le débat des vaccins, mais rien qu'avec les vaccins, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension sur l'intérêt des vaccins pour le C'est grand vrai, c'est public. assez mal expliqué aussi, il faut le reconnaître. Merci à ta Il y a, chaîne il y encore a- une fois, mais les politiques publiques nous expliquent assez mal, finalement, ces choses-là. il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de, les dérives vont très vite en fait, dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est difficile d'avoir des fois le bon message. Oui, c'est un combat qui est plus idéologique que scientifique, très souvent, et donc qui rend Ah, difficile, en fait, la raison. Après, moi, mon but en faisant ça, c'est pas d'avoir moins de personnes aux urgences. C'est que l'objectif, c'est que les gens prennent plus en charge leur santé et qu'ils évitent d'avoir des complications et que s'ils peuvent éviter d'avoir des maladies, d'avoir des bons comportements et savoir un peu quoi faire, en fait. Voilà. D'accord, donc c'est plutôt les responsabiliser pour prévenir. C'est ça. C'est ça. Ok. Et là, il y a beaucoup de travail, je pense. Ben oui, j'imagine, c'est quasiment infini, en fait, puisque il y a toujours des gens à éduquer, et des nouveaux enfants naissent, et donc il y a toujours des choses à transmettre. Mais ceci Ouais. dit, c'est un bel exercice. Et d'ailleurs, comment t'es venu cet exercice? Je me suis demandé, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis très longtemps, même petite, t'aimais bien cette histoire d'enseigner ou de transmettre, ou c'est quelque chose récent, parce que les outils le permettent facilement? Ouais, alors moi, je suis fan de pédagogie. Comme tu l'avais dit quand tu m'as présenté tout à l'heure, je suis le responsable du CESU, c'est l'école du Oui, SAMU. Et en fait, j'ai un tiers de mon temps qui est dédié à de l'enseignement à l'AFGSU. C'est en fait l'AFGSU, c'est l'enseignement aux gestes de premier secours, mais pour les soignants. C'est-à-dire qu'on n'est pas du grand d'accord. public. Et nous, par exemple, des dentistes ou des pharmaciens peuvent très bien avoir à prendre en charge quelqu'un qui va se présenter à la pharmacie avec une plaie importante, par exemple, ou avec une douleur dans la poitrine. Et de la même façon, il doit un peu savoir faire les premiers gestes, quand s'inquiéter, etc. Parce qu'ils sont soignants avant tout. Donc, c'est une formation de gestes de premier secours, mais un peu plus poussée parce qu'on est des soignants. Pardon. D'accord. Donc, j'adore la Ok. pédagogie. Et au final, la médecine, la pédagogie et les réseaux sociaux, bah, moi, tout est réuni dans YouTube. En fait, c'est la combinaison parfaite, quoi. Ok, je comprends. Est-ce que tu penses sur les premiers secours qu'on devrait augmenter aussi le niveau d'implication de la population générale je ne sais pas si c'est fait à l'école en fait très honnêtement, mais est-ce qu'on pourrait pas donner un tout petit truc voilà, des gestes qui sauvent comme on dit en général et qui effectivement peuvent sauver dans certains cas, peut-être rares, mais si tu enseigné ça à tout le monde avec un tout petit peu de temps, ça peut être utile quoi. Alors si, alors ça a quand même pas mal évolué ces dernières années. Il D'accord. commence à y avoir pas mal de petites formations, ce qu'on appelle les gestes qui sauvent. C'est des formations un peu express en 3 heures. Donc je trouve qu'il y a quand même eu une amélioration. Il y a D'accord. encore Et c'est beaucoup de utile choses. selon toi. Oui, oui, ah oui, oui. Des D'accord. défibrillateurs, on commence à en voir partout. Les gens ont un peu moins peur à l'utiliser. Bah, regarde, Mais défibrillateur, c'est un bon exemple. Moi, je vois qu'il y a des défibrillateurs dans certains endroits, dans les gares, dans les trains, etc. Sincèrement, à quel moment, moi je suis grand public, je suis pas médecin, à quel moment il faut que je le prenne et que je m'en serve, dans quel cas? Est-ce que tu peux expliquer en 2 minutes? bah, faut regarder ma vidéo. Eh ben, je mettrai un lien Non, dessus. non, non, non. En fait, bah, c'est voilà. En gros, le défibrillateur, c'est accessible à n'importe qui et c'est quand quelqu'un fait un arrêt cardio-respiratoire et c'est ça qui vraiment augmente les chances de survie. Donc, en gros, ce qu'on veut faire passer, c'est cette angoisse des gens de dire, bah voilà, je ne connais pas cet appareil, je ne sais pas comment l'utiliser, donc j'ai peur de faire une bêtise. Surtout pas, en fait, on peut pas faire de bêtises. Quelqu'un qui s'effondre, on pose des palettes, c'est tout bête. Il y a des dessins dessus, il n'y a même pas à lire. En fait, il suffit de regarder les dessins et de poser les palettes là où il y a les dessins. Et après, bah, c'est la machine qui fait tout seul, qui vous parle. Et on peut pas, par exemple, envoyer une décharge alors qu'il n'y avait pas nécessité. C'est D'accord. l'appareil qui va prendre la décision. Oui, il y a besoin. Non, il n'y a pas besoin. S'il y a besoin, elle le fera en fait. D'accord. Et le critère pour le grand public, pour moi qui suis dans le train, c'est quelqu'un qui s'effondre. C'est ça le critère? Ou est-ce qu'il y a d'autres Quelqu'un critères qu'il faut que je prenne en compte? quelqu'un qui s'effondre et qui respire plus, qui passe en D'accord. arrêt cardio-respiratoire. Ok. Quelqu'un qui ne respire pas et qui n'est pas conscient, c'est un arrêt cardiaque. On prend plus le pouls, comme on a pu voir dans des films, par exemple. C'est suffisant et on pose le défibrillateur tout de suite. D'accord. Ok, merci. Autre chose, puisqu'on a parlé maintenant de ton activité, mais est-ce qu'on peut ouvrir un tout petit peu pour cette dernière partie? Est-ce que tu vois des décisions d'ordre politique cette fois-ci qui seraient efficaces, pas forcément des trucs très complexes ou machin, mais qui permettraient de faciliter ton travail ou la prise en charge des patients d'une façon générale? Imaginons que tu sois ministre de la Santé. Alors, la question là, on me l'a déjà posée. C'est assez complexe parce que D'accord, bah, alors moi, je suis pas homme politique et je suis pas. Il y a tellement de choses que je sais pas par où je commencer. comprends. Après, je disais comme tout à l'heure, ce serait peut-être déjà d'augmenter un petit peu les capacitaires d'établissement en fait de convalescence.
D'accord. peut-être avoir un peu plus de convalescence pour du coup avoir un peu plus de turnover dans les services. Parce que les médecins des services font déjà un travail remarquable. Donc ça permettrait un peu d'augmenter un peu ce turnover-là. Et donc en retour au niveau des urgences, nous aussi d'avoir un petit peu plus de retour là-dessus. Et puis bien D'accord. sûr, après, on a malheureusement, on paye un petit peu le manque de médecins qui ont été formés il y a quelques années, mais voilà, ça, on ne pourra pas créer des médecins par magie, quoi. C'est sûr. Oui, bah, j'ai vu que les numerus clausus augmentent à certains endroits et qu'il y a Mais de voilà, plus en plus de médecins qui vont là être formés. là, en fait, on est un peu sur ce côté-là, on est un peu sur le creux de la vague, on va dire, et on sait que dans quelques années, voilà, il y aura beaucoup plus de médecins, ce sera plus facile. Ah, d'accord. Et bah, pour conclure, justement, ça enchaîne très bien. Quelqu'un qui voudrait suivre tes traces et devenir médecin urgentiste. Donc, je suppose qu'il faut qu'il tente les concours de médecine, qui est assez difficile. Et à quoi il faut qu'il s'attende en termes de difficulté et quel trait de personnalité il faut qu'il ait pour réussir. Alors ça dépend alors moi, je pense qu'avant tout, faut aimer ce qu'on fait. Heu et puis c'est surtout, selon moi, avoir de l'empathie, de l'écoute auprès des patients. Parce que ça, c'est pas des choses qu'on apprend dans les livres. Alors c'est pas ça fait pas un bon médecin nécessairement, mais c'est important quand même, pour les patients. Et après, bon, bah, après c'est de garder la motivation parce que les études sont quand même relativement longues, ça, faut pas se le cacher. Mmh. Et au final, vu que c'est une spécialité qui est très vaste, on trouve à peu près toujours, quelque chose qui nous plaît, en fait, dans la médecine. Donc, D'accord. Et juste, je suis désolé, une autre question qui me vient en discutant avec toi aussi, c'est pour terminer, c'est sur l'IA et sur des outils comme ça du diagnostic. Est-ce que vous avez de nouveaux outils dans vos services qui permettent effectivement d'accélérer la prise en charge ou le diagnostic, ou vous n'êtes pas oui. trop touché par ça pour l'instant? Oui, bah, en fait, nous, une IA qu'on a maintenant depuis quelques mois et qui est relativement fiable, c'est l'IA qui interprète les radios, de poumons ou de fractures, en fait, ce qui va nous dire fracture par D'accord, fracture. On va dire dans 95 des cas, c'est compatible. Alors à chaque fois, nous, on regarde la radio, on regarde s'il y a une fracture et après on regarde l'IA, en fait. On bien sûr. on compare et en 95 des cas, on est similaires. Mais ça peut arriver de temps en temps que l'IA voit une fracture alors que c'est juste, Un artefact, un quoi, une... artefact, voilà. Et puis à l'inverse, où nous, des fois, on va dire, on va passer rapidement, puis on va dire: «Ah oui, tiens, j'ai pas vu, c'est un tout petit truc» et puis oui, ah oui, maintenant qu'on a l'œil dessus, peut-être que c'est ça et c'est un tout petit truc que j'ai passé à côté. D'accord. Donc Est-ce que c'est ouais, Glimmer, la société qui fait ça, ou c'est autre chose? je sais plus le nom D'accord, je pourrais pas dire le nom de la ok, boîte, peu importe. heu, mais après oui, ça on l'a au quotidien maintenant. Et puis après, il y aura probablement d'autres outils qui vont se développer par la suite. Après, D'accord. après pour moi l'IA, faut que ça soit une aide, un outil, mais il faut rester vigilant quand même parce qu'il y a quand même des risques d'erreur encore, quoi. Bien sûr, bien sûr. Vous serez pas remplacé pour l'instant, effectivement. On a besoin des médecins qui prennent la décision Ah et bah qui... ça, il y a plein de choses où voilà, c'est sûr qu'on peut pas, après moi je prends toutes les aides qui viennent, mais malgré toutes les aides moi j'ai pas de crainte de ça, hein, mais parce qu'il y a tellement de gens à soigner qu'on peut pas, mais voilà, il y a des fois où on a quand même besoin de l'IA, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est un bel outil, bel outil. Mmh. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je mettrai un lien effectivement sous la vidéo pour que les gens puissent aller consulter ta chaîne et tes différentes vidéos. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour conclure? Bah, après, bon, la chaîne, c'est DocFX, on trouve assez facilement. Et puis D'accord. après, non, bah, mis à part que bah, des vidéos, elles sont faites sur mon temps de travail parce que j'ai eu beaucoup de reproches en me disant, bah voilà, pourquoi tu fais des vidéos et on a besoin de toi aux urgences. Je Mmh. suis à mon temps plein à l'hôpital et c'est en plus sur mon temps de repos que je fais ça. Alors que je pourrais faire autre chose, hein. Je pourrais faire Bien enfin, sûr. d'autres activités. Donc, je suis passionné par ça et en plus, c'est utile. Et donc, bah, du coup, je sors une vidéo toutes les semaines, le vendredi à 18h. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup de faire ça et de prendre le temps effectivement de le faire en plus de ton travail. Merci, c'est ce qu'on veut. Ça permet de faire de la prévention, d'informer les gens et de transmettre tout ton savoir. Donc merci beaucoup FX, Doc FX on t'appelle alors. FX, c'est très bien, merci, ouais. Ça marche. Merci beaucoup à toi. Très bonne journée. Au revoir. À plus. Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.